Mon père, qui est un ancien tirailleur sénégalais, était dans ce qu'on appelait la garde territoriale, la garde nationale. C'était ce qu'on appelait les gardes cercles de l'époque coloniale. Et en 1900, il a été incorporé dans l'armée française, dans les troupes coloniales. Et de ce fait-là, il est parti au Maroc pour faire la campagne. Ensuite, ils l'ont envoyé à Verdun, puis aux Dardanelles et au chemin de Damme. Nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui ont combattu ici avec courage et dans la souffrance, dans ce lieu où beaucoup d'entre eux ont été massacrés en juin 1940 parce qu'ils étaient noirs. Les Africains se sont beaucoup battus. Ils ont perdu des jeunes là-bas. Toute la fleur de la jeunesse est partie dans des combats contre les nazis. Et c'est l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, nous, on nous retrouve ici, même si nous ne sommes pas nés ici. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par Montgomery foyer, et nous gardons... Moi, je suis né officiellement en 1940. J'ai 2 dates de naissance. Officiellement, sur les papiers administratifs, je suis né en 1945. Mais officieusement, selon le renseignement des curés, je suis né en 1940. Donc, je suis né au Bénin, ancien Dahomey, en 1945. Je suis né le 26 septembre 1942 à Terra, dans la région de Tillabéri, au Niger. Je suis né le 13 mai 1946 à Kati. À l'époque, ça s'appelait le Soudan français, donc qui est l'actuel Mali. 31-12-1944 à Fort Archambault, Tchad. Ma date de naissance, elle est fictive. Parce qu'en fait, je suis né en 1944. Mais dans l'administration, il s'est posé un problème, c'est que mon père avait tellement de bétail qu'il n'avait pas voulu que je parte à l'école parce qu'il y avait mon grand frère qui était déjà à l'école. Donc, il a fallu à un certain moment que mon oncle maternel vienne pour s'imposer que j'aille à l'école. Et quand on m'a pris à l'école en 1955, j'étais obligé de diminuer mon âge. En fait, sur mes papiers, je suis né en 1951. À l'école, on travaille, jamais la paresse, travaillons. Quand, par exemple, on arrivait dans une contrée et qu'on soumettait la contrée, on prenait les enfants des chefs ou des dirigeants de ce comité qu'on envoyait à l'école, un peu comme des otages. Mais à côté de ça, on prenait aussi les enfants des paysans qu'on faisait pour étoffer le système, quoi. Je suis allé volontairement m'inscrire à l'école. C'est lié aussi au fait, l'histoire de mon père qui m'a raconté que son père, à lui, lui avait interdit l'école des Blancs. Moi, j'ai compris qu'il a pris une mauvaise décision. Parce que ceux qui sont allés à l'école des Blancs de son âge ont été les premiers administrateurs, les premiers commandants, et ceux qui ont fait étaient les auxiliaires du commandant blanc qui leur ont fait connaître beaucoup de misère. Alors moi j'ai dit, je ne veux pas faire la même erreur stratégique. J'ai choisi d'aller apprendre la langue des Blancs. Le matin de bonne heure, on allait à l'école, on allait faire le sport et on chantait la Marseillaise pour monter le drapeau.
Le soir aussi, c'est comme ça. Toutes les écoles étaient organisées à peu près autour d'un drapeau. Drapeau qu'il fallait saluer les trois couleurs du drapeau français. On nous a appris que nos ancêtres étaient des Gaulois. Et donc la Marseillaise, toutes ces chansons patriotiques de l'époque étaient notre lot quotidien. Mon père, il l'a toujours dit, il savait que parmi tous ces enfants, j'étais le plus frêle, le plus fragile. Donc, il se posait la question de savoir si je pouvais bien m'occuper de travaux champêtres. Parce qu'il faut être un peu costaud, il faut un peu fort. Donc, il savait que j'étais un peu fragile. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas un enfant malade, je n'étais pas chétif. Mais à côté des autres, j'étais un petit fragile. Donc, il a sauté sur l'occasion du commandant de cercle pour dire « Ah, ben, lui, il va aller à l'école. » Et comment se fait-il que sur 15 enfants, vous qui étiez la 14e, avez été la première à aller à l'école? Ah, je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment le fruit du hasard. C'est-à-dire quand mon papa est décédé, ma mère avait son petit frère qui vivait en ville. C'était l'un des premiers lettrés entre griffes. Bon, il sait parler et écrire français, il n'a pas été très loin. Mais en tout cas, il était considéré comme un homme évolué dans la famille. Le devoir lui imposait d'aider sa sœur, puisqu'elle se retrouve seule à élever ses enfants. Donc il a décidé d'emmener avec lui en ville un des enfants pour l'aider à se former, enfin en faire quelque chose. Lui, il était un maître tailleur à l'époque, un couturier, comme on le dit maintenant. Donc il voulait emmener mon frère. Celui après qui, moi, je suis née, c'est un garçon. Et à l'époque, c'était aux garçons qu'on donnait la priorité. Donc il est venu dans l'idée de partir avec mon frère. Et quand mon frère a su qu'il est venu le chercher, lui, il ne voulait pas y aller parce que l'oncle était très sévère. Donc on avait tous peur de lui. Mon frère s'est sauvé. Et moi, j'étais là, accrochée à ma mère. Et je crois que je dois avoir 4 ans à peu près à l'époque. Elle me dit, alors toi, tu viens. Je n'avais pas le droit de refuser. Nous, dans la famille, on était tous, tous les garçons et tout ça. La priorité de l'éducation des jeunes garçons, c'est-à-dire il y a une grande école qu'on appelle le Coranique Madrasa pour nous. Et on a fini, d'accord, le cycle que je disais même élémentaire de l'enseignement coranique avant d'entrer à l'école formelle qu'on appelle école moderne. On n'avait pas de table ni de banc. Et la natte était notre banc et la brique était notre table. Et nous venions aussi à l'école avec du fumier pour aller mettre dans le fumier le jardin du directeur et l'arroser. Donc certains amènent des petites calebasses, nous amenions des assiettes ou des calebasses, ça dépend. Après les classes, nous partons jusqu'à la mare qui est loin, la mare de Sirf-Kwara, donc les gens de terrain se souviennent, et nous faisons les plans du directeur, nous plantons de la tomate, des choux, de l'aubergine, et de la salade, de la pomme de terre. Mais c'était des enseignants catholiques. Effectivement, mon premier maître, il s'appelle Cyprien, c'était un Samo de notre groupe humain. Donc, il savait, lui, avait été à cette école-là, il savait bien parler français et tout ça. L'enseignant, ce n'était pas un institut, on dit moniteur à l'époque. Le moniteur, il était là pour suivre les recommandations du curé. Le jour où le curé venait, c'est la fête. Mais le curé vient jusqu'au nous. Je me rappelle une anecdote. Le curé est venu pour faire une messe et il a oublié ses ustensiles dans la ville. Et il avait déjà sorti sa soutane. Ah!
c'est tel relique, il ne faut pas s'approcher. Il ne faut même pas s'approcher de la porte, attention. Il n'y a que les initiés, c'est le Jésus, c'est le Seigneur lui-même qui est là. Alors ça m'a beaucoup marqué ça. Donc on ne pouvait pas s'approcher jusqu'à ce que le curé revienne avec des ustensiles et puis enfiler la nouvelle soutane et tout. Bon. Les enseignants, à notre époque que je connais, on a eu des Africains, et puis mais seulement il y a aussi les directeurs d'école et consorts, tout ça, ce sont les Français. Et puis les contenus de l'enseignement, bon, on apprenait très peu l'histoire de l'Afrique, mais on apprenait beaucoup plus, on connaît plus le fleuve, par exemple, le fleuve français, plus que les fleuves africains ou bien tchadiens. Je connaissais la profondeur de la Seine, la longueur de la Seine, le Rhin, la Loire et tout ça, là, on a tout appris. On était des Français, mais on était, voilà. Et vos ancêtres, c'était qui? Les Gaulois. Et j'ai vu le jour en terre son rail, au cœur du vieux pays, cadeau, oh mon pays, j'aime tes paillotes, etc., 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 ton beau soleil. Bon, c'était des chansons que nous avions apprises, des chansons coloniales, mais quand même, qui nous servent aujourd'hui parce que ça nous rattache à nos origines, à nos racines, à notre patrimoine, à notre terroir où nous sommes nés. Bon, il y a beaucoup de souvenirs comme ça, il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les énumérer ici. Et il y avait des surveillants dans la cour, si vous ne savez pas, et qu'on vous surprend en train de parler votre langue, celui qui vous a attrapé vous met au cou une tête de singe. Et vous avez intérêt à trouver quelqu'un d'autre qui parle aussi le fond pour lui donner votre collier complètement ridicule. Sinon, si vous retournez en classe avec le collier de singe, vous avez une punition. Très vite, on nous a imposé ce qu'on appelait les symboles. C'est-à-dire qu'on était obligé de parler français sous peine de punition. Donc, si on nous surprenait à parler nos langues locales, on nous remettait symboliquement, on nous remettait les symboles pour dire que voilà, tel a parlé en Pulaar, tel a parlé en Hassania, tel a parlé en Wolof. Donc, à la fin de la journée, on prenait celui qui avait fauté et on le prenait par 4 et on le corrigeait. Des services corporels. On le prenait par 4 et on le chicotait bien bon. Oui, pour lui ôter l'envie de parler ces langues de sauvages. Notre village est loin de tous les centres. Quand on est arrivé au CM2, on a dû attendre qu'on ait la possibilité d'aller à l'école à Ségou. Et ensuite, on est allé à Ségou, qui est la grande ville. À l'époque, il y avait très peu de routes. Mais quand même, on a réussi à y aller à Ségou. Ségou, on a fait le CM2 et on a fait le certificat d'études primaires là-bas. Et c'est là que moi, notre génération, on voulait aller plus loin. Mais on ne peut aller plus loin que si on passe l'examen des bourses. C'est l'administration coloniale qui offre les bourses pour aller au lycée. C'était en 1954. Nous, on avait déjà 14 ans et ce n'est accordé qu'aux enfants de 13 ans. Donc j'ai perdu le bénéfice de la bourse. L'administration m'a renvoyé à la maison, c'est-à-dire dans mon village. Et j'ai commencé à travailler en 1955 comme commis à l'office du Niger. Et toute la Mauritanie n'avait que 2 collèges, un collège à Rosso et un collège à Boutimit. Au lieu de faire ces 2 collèges-là, moi je suis allé à Saint-Louis du Sénégal. À Saint-Louis du Sénégal, faire mes études secondaires.
Donc je suis allé jusqu'en 3e. Je n'ai pas fait le brevet à l'époque. Et puis tout de suite, j'ai quitté le système scolaire pour m'engager dans le travail, quoi. Ceux qui étaient partis à Saint-Louis, c'était la galère. J'avais un de mes cousins, c'était un aîné là, qui était obligé de laisser les cultures, laisser ses travaux champêtres là, pour aller à Saint-Louis, pour essayer de loger les enfants du village qui étaient affectés dans les lycées à Saint-Louis. Il est resté là-bas pendant pratiquement 3 semaines pour essayer de caser les enfants. Puis il est revenu au village. Mais il a eu une récompense, c'était tout le village qui est parti faire tous ses travaux de champ, même les travaux de ses cousins, ses oncles, ces trucs-là. Le village a tout fait. Personnellement, quand j'étais à Abéché, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait manifesté devant l'armée française. Quand ils ont voulu faire les États sahariens. Là, ça, je me rappelle très bien. On a conçu des pancartes, tout ça. On dit non à l'empiètement du Tchad. On ne peut pas accepter qu'on divise le Tchad, voilà, tel. Et puis on a manifesté encore pendant la 2e essai nucléaire du Sahara. Ça, je me rappelle. Oui, donc il y a eu une certaine prise de conscience qui était beaucoup plus avancée par rapport à d'autres pays. Au lycée de la Fosse, il y avait une session estudiantine de militantisme étudiant. Mais les grandes sessions, c'était à l'université de Dakar. À l'université de Dakar, où il y avait un regroupement, qui est son équivalent en France plutôt, un regroupement des étudiants de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui avait un regroupement syndical à Dakar, qu'on appelle l'UGAO, Union Générale des étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un syndicat qui regroupait tous les étudiants. Mais il y a les embryons de syndicats de chaque pays. Chaque pays avait son syndicat, et ce syndicat était fédéré à l'UGAO. Nous, au lycée de la Fosse, nous étions dans le syndicat des étudiants dahoméens, dont le siège était à Dakar. Alors, le siège était au Dahomey, mais qui avait une branche très importante au niveau des étudiants de Dakar. Donc, nous, on était fondus dans ce mouvement. Bon, il y avait des revendications, mais moi, j'avoue qu'à cette période-là, je ne militais pas du tout. Comme j'attendais mon bébé et j'étais préoccupée par ça et mes études, je ne militais pas, mais je sais qu'il y a des groupes d'étudiants qui manifestaient, qui réclamaient le slogan à l'époque, c'était « impérialisme à bas ». On était dans la jeunesse catholique, nous qui sommes catholiques, ça s'appelait la JOC, jeunesse ouvrière catholique. Le mouvement des pionniers, c'était la jeunesse communiste. C'est venu de Russie et de Chine. Les pionniers, c'était des jeunes qui s'habillaient en kaki et qui avaient un foulard rouge avec un anneau doré et qui travaillaient que pour les citoyens, la vie, le respect de tous ces éléments-là. Ça s'appelle le mouvement des pionniers. C'est le mouvement communiste en fait, des jeunes communistes. On les appelait les pionniers, comme le Cœur Vaillant, Si on manifestait, c'était pour présenter notre contentement, pas pour désapprouver quoi que ce soit. On n'avait pas le pouvoir de le faire. Voilà, et le mouvement communiste, tu suis et tu suis. Voilà, c'est pour ça qu'après, plus tard, je suis devenu socialiste. Le débat sur le communisme existait déjà. On parlait de communisme en Chine, de communisme en Russie, de machin. Mais nous, on n'était pas suffisamment informés pour nous intéresser à ça.
un jour, le Père Michel nous a parlé d'un livre qui s'appelle L'Étoile rouge sur la Chine, les éditions Quasterman. Et il nous l'a recommandé. Et je crois qu'il a même trouvé ce livre. Et puis, nous, on a pu le procurer. Moi, je l'ai lu d'un bout à l'autre. Et j'ai découvert que L'Étoile rouge sur la Chine, c'était une critique du Parti communiste chinois par un missionnaire. Mais l'effet sur moi a été tout le contraire, probablement de ce que souhaitait l'auteur. Et oui, parce que la Chine est un pays très pauvre. Le développement de la lutte du Parti communiste chinois nous a plutôt séduit que repulsé. Nos conditions, les conditions de nos populations n'étaient pas tellement loin les unes des autres. Donc L'Étoile rouge sur la Chine a été pour moi un livre qui a marqué ma première prise de conscience politique, je peux le dire. Quand le Mali et l'Afrique allaient à l'indépendance, c'était le résultat des luttes âpres, des luttes féroces, des brimades qu'ont subi nos parents et autres. Nous sortions de la nuit coloniale. La nuit coloniale, vous savez combien de temps ça a duré? Moi, je ne pourrais pas le calculer. Ça part depuis l'esclavage. Et c'est tellement long. Et cette indépendance, même si elle est aujourd'hui jugée formelle les choses, ou même tronquée, ou même détournée, mais nous, jeunes de l'époque, on en était tellement heureux. Moi, je me souviens, quand on chantait l'hymne du Mandé en langue mandingue à l'époque. Nyama, 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 fembeye dogo, nyama le koro, nyama te dogo la fenkoro, bio bi kadisa, masala ma bi nyogonda. Hey, ça veut dire que ce jour est unique. Le Seigneur n'a jamais créé un jour aussi beau dans notre nation. C'était l'indépendance. À l'époque, c'était la grande fête. Bon, les politiciens chantaient à tue-tête, on est indépendants, nous faisons maintenant les choses comme nous, on veut, nous sommes à nous-mêmes. Enfin, les slogans, ça s'appelait Ablodé. Ablodé, l'indépendance. Donc ça a été la liesse populaire. Les gens chantaient, dansaient. Bon, nous on faisait, sans comprendre vraiment le sens, on était trop jeunes. Un gamin comme moi, c'était une fête de plus. Eh oui, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? L'importance que ça avait, non, je ne le réalisais pas à l'époque, il faut dire la vérité. Moi, c'était une grosse fête, une grande fête, et j'étais bien content. Alors, voilà, hein. On a chanté, on a bien bu, on a bien mangé. On dit ça va être mieux qu'avec les Blancs, c'est faux. On s'est trompé. Je le dis ouvertement. Quand il y a eu les indépendances, au début c'était l'euphorie, parce que bon, quand on entend on est indépendant, bon, les anciens ils disaient c'était l'euphorie. Mais ça s'est estompé d'un seul coup, parce qu'à un certain moment, les gens se posaient la question, mais on est indépendant, mais le résultat il est où? Bon, le jour de l'indépendance, la veille, le président Djori avait fait un discours, c'était la nuit. Donc j'ai le discours dans mes livres d'ailleurs. Il disait que bon, c'était une nuit exceptionnelle, nous allons être indépendants. Bon, vraiment c'était l'ambiance. Nous étions heureux, tout le monde était content, nous avons défilé, les gens étaient contents. Vraiment, on était indépendants. Mais on ne pensait pas qu'un jour ou l'autre, on aurait eu assez de problèmes avec la France. Parce que bon, on a eu cette histoire d'uranium qui est venue briser l'élan de solidarité et puis diluer l'amour, comment dirais-je, ce filon d'amour que la France et le Niger ont.
Mais vraiment, c'était formidable. C'était formidable. On n'avait jamais cru qu'un jour on aurait été victime de tous ces va-et-vient, ces chutes et ces rechutes avec 9 présidents, 7 républiques, 4 coups d'État. Vraiment, on ne pensait pas qu'on allait aboutir à ça. Mais bon, chaque État est comme chaque être vivant. On tombe, on se relève. Et puis après, bon, on évolue et puis on s'affirme. À l'époque, dans les années 60, quand la Mauritanie a proclamé son indépendance, c'était la joie, bien sûr. Les gens avaient l'impression que la colonisation est terminée. Maintenant, on était libre de notre destinée. Et c'est vrai qu'on a un peu travaillé dans ce sens. Maintenant que la colonisation est finie, la France est partie, il va falloir gérer ça. Et c'est un peu à quoi nous avons servi dans les premiers temps, puisque nous avons eu la chance d'être les premiers formés pour prendre la relève, quoi. Et nous avons travaillé dans les années 60-62 à Ayoun, justement, dans l'est du pays, avant que je n'aille à nouveau à Dakar pour faire une autre formation, c'est-à-dire diplômé d'État. Il n'y avait pas la télé à l'époque, donc c'était la radio que tout le monde écoutait, et surtout les petites annonces. Et j'entends mon nom, qu'on demande à Nimayon Christine, épouse Adjaki, de venir rapidement au ministère de l'Éducation pour poursuite des études en métropole. D'abord, je suis passé d'abord par Paris. Il me fallait un sas de décompression, comme on dit, puisque à Paris, il y a une forte colonie mauritanienne et je suis resté au sein de cette colonie-là, où le temps de m'acclimater un peu avant d'arriver vraiment à Lyon, où j'étais vraiment tout à fait nouveau et tout à fait inconnu. C'est l'OMS qui, un peu, est à l'origine de tout ça. C'est l'OMS qui m'a envoyé en formation à Dakar pour ma formation de cadre. Et c'est l'OMS qui imagine qu'il faut aller encore au-delà pour perfectionner cette formation-là et faire en sorte qu'on mette en place des structures encore beaucoup plus performantes et beaucoup plus innovantes. Et donc, c'est l'OMS qui m'envoie à Lyon, sur la base d'un concours toujours. Et cette école internationale d'enseignement supérieur à Lyon est une école également à vocation internationale, puisque j'ai été formé en même temps que des Nigériens, j'ai été formé en même temps que des Burkinabés, des Camerounais, etc., etc. Donc, c'est toujours dans ce souci-là de formation, d'africanisation des cadres, quoi. Oui, moi, disons que j'ai trouvé la FEANF en route. Hein. La FEANF est un héritage des étudiants maliens et des étudiants africains en France. Ça s'appelle la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est nos aînés, les Joseph Kizerbo, qui ont créé la FEANF, bien loin avant nous. Donc les débats essentiels de l'ASMF, de la FEANF, c'était la libération de l'Afrique, la lutte des peuples engagés, à l'époque la tricontinentale, etc. Ceux qui ont fondé la fédération, ils disent, bon, comme on a pris l'indépendance et tout ça, il faudrait travailler pour que fassent les États-Unis d'Afrique. C'était ça. Le but était ça, les États-Unis d'Afrique. Tout le monde visait, ne pensait qu'à ça, qu'on devrait arriver à ça, à ce panafricanisme. Mais il n'y avait pas une autre voie, c'était ça ou rien. C'est tout.
On était des frères venant tous d'un pays colonisé par le même colonisateur, et puis voilà, et on vivait tous en France, donc on aidait tout le monde. Quand j'ai intégré le mouvement, c'était en 61-62, et on a participé au travail de formation idéologique. C'était important de conscientiser les Africains qui étaient là. On nous a prêté l'idée des anti-français. C'est totalement faux, mais intégralement faux. Parce qu'à l'époque, les relations de la Fédération des étudiants d'Afrique noire et les États comme la Chine, la Russie, l'Amérique latine, etc., étaient très bonnes, très positives. Et on était demandeurs de savoir, on était demandeurs de connaître l'expérience des autres États qui ont conduit leur révolution et qui sont arrivés à se libérer de certaines chaînes. Et l'expérience de la Chine était très intéressante pour nous. Les actions pour les étudiants africains, c'était d'abord les rencontres, ensuite les conférences qu'on donnait pour expliquer telle ou telle situation. Par exemple, quand il y a eu le coup d'État militaire au Ghana qui a renversé le docteur Kwame Nkrumah, on a fait une grande conférence pour dénoncer ça. Ça faisait partie de nos activités. Et nous, on avait dénoncé ici, à Lyon, ici, hein, on était, tous les étudiants sont réunis, tchadiens, qui sont à Lyon, à Marseille, Paris, tout ça. On a fait une déclaration commune que c'est une usurpation de pouvoir et tout ça, voilà, tel. Bon, automatiquement, tous ceux qui étaient boursiers, on nous a coupé la bourse. Alors, mais c'est comme ça que ceux qui sont encore... Moi, j'ai préparé mon DA, donc on était obligé d'aller changer. Personnellement, j'ai changé ma situation en tant qu'étudiant, mais étudiant salarié. Ils nous demandaient à nous d'organiser les voltaïques, d'organiser le bal de la FEANF. C'est nous qui l'organisions, les voltaïques. Il fallait quand même du fonctionnement. Si on voulait avoir des liquidités, il fallait faire des soirées. Les soirées servaient à ça. Le bénéfice, on louait les salles, mais on louait les machins. Mais après, le bénéfice servait à être déposé dans une caisse pour pouvoir aider les étudiants. Nous, on le faisait, nous, les travailleurs à l'époque, comme on disait, on le faisait pour aider les étudiants. Et puis nous, quand on organisait aussi, ils venaient nous aider pour qu'on ait un fonds de caisse. Au Toulouse, Montpellier et autres, nous demandaient, nous Lyonnais nous demandaient de leur envoyer des gens pour expliquer comment nous avons fait. J'étais presque chef de mission. Parce que quand on demandait, dormir, c'est moi qui allais à Toulouse avec 3 autres camarades, je ne vais jamais, mais c'est moi le chef de file. Quand je vais à Montpellier, c'est moi qui vais pour expliquer comment nous avons réfléchi pour... Mais Lyon a une terre où les grands esprits naissent aussi, le panafricanisme africain et tout ça. C'est à l'époque de Poniatowski, ministre de l'Intérieur de Giscard. Je me rappelle bien, c'est ça qu'à l'intérieur, qu'ils ont à la demande de Hifo-Bouygues, du Côte d'Ivoire, qu'on avait stoppé la FEANF. C'est comme l'unité africaine, jusqu'ici, on est Kahin alors qu'on aurait pu créer ça. Et en 1963, nos dirigeants qui avaient créé l'OIA avaient bien souhaité que nous ayons un marché commun, une force panafricaine et un centre de recherche littéraire ou culturel. Tous les domaines étaient tracés. Malheureusement, aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Si seulement nous avions créé ça, comme les Européens ont créé l'Europe, l'Union européenne, avec, je crois, 7 pays du temps de De Gaulle. Aujourd'hui, ils sont 27 ou 28. Mais dès qu'il y a quelque chose, vous voyez comment ils se battent. Mais nous, on a l'impression qu'on ne se connaît même pas. Et c'est ce qui favorise d'ailleurs tous ces malfrats-là, l'irruption de tous ces malfrats dans nos affaires pour venir nous troubler. La faute est à qui? À nous. À nous, parce que nous avons des frontières communes. Nous sommes dans une cuvette, 54 États. Si on avait créé tout ça, là, on n'aurait pas eu besoin de l'armée française, ni de Russes, ni d'autres
Parce que on serait une force dans tous les sens. L'Afrique a tout. Hein? Mais on prend nos matières premières pour venir les fabriquer ici. On prend des cacahuètes, on prend un sac à 100 francs CFA, on nous vend 3 gousses ici à 2 € dans des machins. Non, nous avons une responsabilité. Et je tiens à le dire avec nous autres, parce que moi j'ai servi des dirigeants, des gouvernements, et moi aussi, et je me mets dans le lot. Nous avons failli. Nous avons failli. Voilà. Je pense que l'histoire retiendra cela, mais il va falloir que nous nous réveillions, comme je l'ai dit souvent dans mes écrits. Fin 79, à l'issue de ma formation, je devais rentrer. Mais fin 79, en Mauritanie, se passaient les premiers, enfin, les signes avant-coureurs de ce qui allait devenir par la suite une véritable, comment dirais-je, une véritable catastrophe. C'est que des officiers nationalistes arabo-berbères sont arrivés au pouvoir et ont mis en place un régime tout à fait, comment dirais-je, discriminant et comment dirais, difficile pour le Haalpulaar que je suis. Et d'ailleurs, bon, les choses vont me donner raison, puisque quelques temps après, c'est la crise de 86-89 au Sénégal et en Mauritanie, où il y a eu des déportations, des massacres et des tueries monstres, quoi, entre Sénégal et Mauritanie. Et la Mauritanie en profite pour régler le problème, la question nationale en Mauritanie, en expulsant tous les Sud-Mauritaniens sous prétexte que c'est des Sénégalais. Donc c'est un peu cette raison qui ont fait que, au lieu de rentrer, j'ai dit, de toute façon, je sens venir de très vilaines choses, donc je reste. Je reste donc fin 79. Je reste dans un statut à peu près ambigu d'étudiant, pas étudiant, fin d'études, doit rentrer, doit pas rentrer. Pendant un an, je reste dans cet état ambigu. Et en 81, arrive au pouvoir François Mitterrand et les socialistes qui mettent en place les régularisations massives qu'on connaît, et qui me permettent d'avoir un statut d'immigré régulier. En fait, la carte de séjour, c'était quand Giscard était président qu'il a instauré la carte de séjour. Mais avant, les Sénégalais, ils n'avaient pas besoin de carte de machin. Avec la carte nationale du Sénégal, vous travaillez facilement, quoi. La carte de séjour travailleur. Et là, c'était beaucoup plus compliqué, moi. Parce que pour l'avoir, c'était compliqué. C'était au moment où c'était très compliqué. Vous vous promenez dans la rue, la police avant, c'est pas comme maintenant. Hein. La police, à tout moment, pour vous contrôler, vous marchez dans la rue, vous dites contrôle de papier. Bon, si vous n'avez pas de papier, c'est la galère. Et j'ai vécu comme ça pendant un an. Et puis, il y a un de mes cousins qui est à Marseille, qui travaille dans les ports. Il m'a dit, ça commence à être compliqué là pour toi là. Il faut venir à Marseille, bon, je vais te mettre dans les bateaux de croisière. En attendant que tu trouves quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans un bateau de croisière. Et ma femme arrive. Entre-temps, on a eu le premier enfant. Et quand elle a accouché, moi j'étais au Mexique. Et c'était le temps de Mitterrand. Et Mitterrand a décrété en disant que tous ceux qui ont des enfants, on n'a qu'à leur donner des papiers pour travailler. Parce qu'ils ne peuvent pas galérer ici avec leurs enfants comme ça. Et moi, j'étais au Mexique.
Dans le bateau, on m'a appelé du bateau, on m'a dit qu'il vient vite parce qu'il y a de bonnes nouvelles. Le port d'attache suivant, j'ai demandé à mon chef là de débarquer, de revenir vite en France pour pouvoir essayer de faire mes papiers, quoi. C'est comme ça que j'ai eu mes papiers. J'ai eu mes papiers, un mois après, j'ai trouvé du boulot. Et j'ai travaillé, là où j'ai trouvé du boulot, j'ai travaillé jusqu'à prendre ma retraite là-bas. Donc on est venu ici pour finir nos études. Ma femme était encore étudiante, moi étudiant. Et on commence à rester, il faut vivre. Seule bourse, ça ne suffisait pas. Nous avions une fille quand elle était à Dakar. La fille avait 2 ans, on est parti, on n'était pas bien contents. On a fait venir la fille. Et puis la fille aînée a commencé l'école. À notre grande surprise, en moins de 3 mois, elle parlait français. Elle comprenait quand nous parlions à la maison, mais elle parlait français. En 1 an, elle commençait même à perdre la langue du Dahomey. Le fond, on l'appelle. Elle commençait à perdre le fond. La deuxième fille aussi. Et puis après, ma femme dit, mais il va perdre tout cet avantage. Bon, mais et si nous attendions qu'il finisse au moins l'école primaire, il aura peut-être une base déjà de lecture, et puis on partirait. Et puis à l'école primaire, on dit, oh, mais et s'il allait au collège, tu vois, on renvoie, fait de renvoi en renvoi. Et ça y est, on est là maintenant. Ils sont parents, ils sont presque grands-parents, les enfants maintenant, mais nous, on est toujours là. On renvoie à quoi? Tu me poses la question, je vais baisser la tête. J'ai connu ma femme en 73. 73, tu l'as connue au Burkina? Voilà, elle était venue parce que moi je dirigeais une mission de plantation d'arbres à travers le pays. Mais dans ma région d'abord j'ai commencé. Dans ma région d'abord j'ai commencé et c'est comme ça que je l'ai connue. Donc tu as rencontré ta femme française au Burkina? Non, j'ai rencontré ma femme blanche parce que moi j'étais français aussi. Ah ben oui, mais j'ai rencontré ma femme blanche, je préfère, au Burkina. Alors quand je suis arrivé le 16 février et le 3 avril, le 3 avril 2016, le 76, je me suis marié à la mairie de Villeurbanne. Monsieur Gagnère, qui était le maire. Au tribunal de grande instance de Villeurbanne, j'ai trouvé une dame charmante, une juge sûrement. J'ai dit, madame, voilà ma situation. Moi, j'ai habité le Soudan français. Mes parents sont du Soudan français, donc elle a dit, donc ils sont français, comme vous. Et c'est même nous qui sommes à l'origine de la création de l'ABRA, Association des Béninois de la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est nous qui avons rédigé les statuts. Ça a commencé à nous intéresser de nous occuper des compatriotes. Donc on a créé l'ABRA. Et on a assuré, on était membre du bureau. Moi, j'étais la trésorière. Mon mari n'était pas dans le bureau, mais il était dans le groupe des sages. Il y a un groupe qui s'est constitué des plus anciens Béninois qui sont là, qu'ils appellent groupe des sages. Maintenant, moi, j'ai intégré aussi le groupe des sages une fois que je n'ai plus de responsabilité dans le bureau de l'ABRA. J'ai intégré le groupe des sages. Donc quand il y a un conflit dans la communauté, ils nous appellent, ils nous demandent d'intervenir. Donc pendant cette période, on a initié beaucoup d'activités au sein de l'ABRA. On a fait donc l'accompagnement scolaire pour les enfants. On a fait, pour libérer un peu la femme, on a proposé des permis de conduire pour les femmes et les jeunes. Parce que souvent,
le couple a une voiture, mais il n'y a que le mari qui conduit. Et quand la femme lui demande de l'accompagner, faire des courses, non, je n'ai pas le temps, j'ai ceci. Et la femme est obligée de traîner les caddies dans le bus, tout ça, pour faire les courses et revenir. Donc nous, on leur a dit, mais libérez-vous un peu, allez apprendre à conduire vous-même. Et à l'époque, ça paraissait vraiment une idée folle, quoi. Notre communauté, on vit sur une association qu'on appelle ACTRA, Association de la communauté tchadienne de Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, que j'ai situé parmi les fondateurs. C'est cette association-là qui regroupe, c'est-à-dire on a tout le mois, on a 2 fois une réunion. Dans le 8e, on a une salle auquel les membres se regroupent là-bas pour débattre de ces problèmes et tout ça. Et on a aussi les étudiants pour faire la connaissance de nouveaux qui arrivent et pour connaître les problématiques qu'ils ont et en même temps voir quelles sont les démarches que l'association peut faire pour eux, pour les assister, pour les aider, pour les intégrer dans la vie. Parce que ce n'est pas la même chose quand on vient du pays et la situation, c'est pas même en étant étudiant, ce n'est pas la même condition d'études. On a besoin d'un soutien. Donc ça existait depuis longtemps, depuis 1987, nous l'avions créé. C'est-à-dire on a créé l'association des Casamassés de Lyon. Tu sais, avant, les Sénégalais, quand ils arrivaient, ils se regroupaient soit en association d'un village, s'ils sont un peu nombreux ici, soit en association de département, soit en association de la région. Il y en avait beaucoup. Moi, quand je suis arrivé ici, les Sénégalais qui étaient là, ils avaient déjà des associations. Sauf que au niveau de notre ethnie, Diola, comme je vous ai dit là, il n'y avait pas d'association. Et quand je suis arrivé ici, avec mon ami là, que je vous avais dit là, qui retirait les sous à la carte là, on s'est dit, bon, il faut qu'on crée une association parce que c'est comme ça qu'on peut avoir des contacts, c'est comme ça qu'on peut faire des trucs de chez nous, des animations de chez nous, quoi. Puis on a créé l'association des ressortissants de la Casamance. Il s'est trouvé qu'à un certain moment, comme il y avait beaucoup d'associations sénégalaises ici, mais en ce moment-là, on n'avait pas de consulat général, on n'avait que un consulat honoraire. Quand il voulait toucher les gens, c'était un problème pour lui. Et à un certain moment, on s'est dit que bon, il va falloir faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'association qu'on appelle SOPE. C'était un collectif d'abord des Sénégalais, de plusieurs associations sénégalaises qui sont constituées pour faire un collectif qu'on appelle SOPE. SOPE, c'est Solidarité pour exister. Et en 1992, on a créé ce qu'on appelle le collectif des associations africaines, donc qui a regroupé tout le monde. Et cette association où j'étais vice-président, un Guinéen qui était président, et Seydou Camara était le trésorier général. Donc c'est effectivement tous les pays. C'est dans ce groupe qu'on a créé par exemple une cellule qui s'occupait de l'alphabétisation. Alphabétiser les gens, même les adultes qui n'étaient pas bien français, on désignait des personnes parmi nous qui le faisaient. Aujourd'hui, je rencontre avec fierté des jeunes de notre communauté qui viennent spontanément vers moi et qui me disent que c'est grâce à notre action qu'ils ont repris goût à l'école. Sinon, ils faisaient n'importe quoi, quoi. Et il y a des parents qui nous ont toujours témoigné leur reconnaissance pour avoir aidé leur enfant à prendre en main sa scolarité comme il faut. L'action la plus emblématique, je disais que c'était au sein des Amis de Présence africaine, parce que c'est une association passerelle qui sert à faire en sorte que les gens se connaissent davantage et échangent mutuellement. Nous avons eu, pour cela, vraiment, nous avons fait un travail formidable, c'est qu'avec des conférences, avec des forums, avec des colloques, partout où nous avons eu à
réunir des gens, nous les avons appelés autour de qu'est-ce que nous avons en commun, qu'est-ce que nous pouvons partager et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre cohabitation soit la plus harmonieuse possible. Et donc c'est ainsi que, au sein des Amis de Présidence africaine, dont je suis un président d'honneur, nous avons eu toujours cette idée, comment dirais-je, ce souci de faire les choses vraiment en binôme, une espèce de dialogue en noir et blanc. C'est faire en sorte que toute cette histoire que nous avons eue, toute cette histoire commune que nous avons eue, ne tombe pas dans l'oubli. Notamment l'histoire de mon père, partout des communes où il y a eu des combats, où il y a eu des tirailleurs qui ont été massacrés, où il y a eu des tirailleurs qui ont été enterrés, où il y a des tirailleurs qu'on commémore. Et nous avons toujours été de ces commémorations, nous avons toujours participé au travail de mémoire autour de ces combats-là. Comme par hasard, je suis président d'une association à vocation humanitaire qui s'appelle Solidarité Plurielle. Solidarité Plurielle on est un groupe de retraités de la santé, des psychologues, des infirmiers, des assistantes sociales et tout ça, qui ont travaillé en milieu psy et qui sont soucieux de la santé mentale en Afrique. Et forcément, comme il y a des enfants handicapés qui ne sont pas pris en charge, nous, on met en place une structure pour ces enfants-là. Donc, je suis président d'une association qui s'appelle Solidarité Plurielle, qui a des actions au Sénégal, en Mauritanie, des actions au Burkina Faso et au Mali, notamment en pays d'Ogon. Avec les Italiens, c'est-à-dire que nous avons le club international Italie-Tchad, dont je préside ici. Cette association, je l'ai créée avec les amis, les consuls du Tchad, un Italien, un ami, et on a organisé le parrainage, l'adoption sur place, l'adoption en distance. On a créé, on est parti au Tchad, on a recensé les enfants orphelins qui n'avaient pas les moyens, tout ça, des 0 à 16 ans. Et on vient avec leur nom, carte d'identité, avec qu'on appelle ça, l'assistance, l'accord du ministère des Affaires sociales et du Tchad, et on prend les noms, les images qu'on sort tout, on amène, et c'était au mois de novembre, décembre comme ça, on faisait, là, cette année, je n'ai pas fait, on organisait une soirée, les Italiens, et puis chacun peut parrainer un enfant à raison de 10 000 francs CFA, c'est-à-dire 8 par mois. C'est ce que j'ai dit, au lieu de demander à ce que vous adoptez les enfants pleinement ici, laissez-les dans leur milieu. C'est ces arguments que les autorités tchadiennes ont acceptés. C'est bien qu'on a initié le collège du village, on a initié l'école primaire qui contrôle 3 secteurs maintenant. On est à la base de la maternité du village, enfin bref, tout ce qu'on peut faire, on le fait. On est resté très très présent dans la famille. À l'époque, comme il n'y avait pas encore de WhatsApp, tous les moyens modernes de communication, on écrivait. Donc par semaine, on envoie des lettres, surtout à mon oncle qui m'a enlevé du village, on s'écrivait souvent. Et puis lui aussi a eu des enfants, donc je me suis occupée de ces enfants après, quand j'ai pu avoir la possibilité financière de le faire. Je l'ai beaucoup aidé, beaucoup pris ses enfants en main. Et aujourd'hui, on est resté très proches, quoi. Quand je vais au Bénin, ces enfants qui sont maintenant des papas et des mamans, ils viennent
me voient. Pour eux, je suis leur aîné. Ils ne font pas la différence. Et puis j'ai continué de m'ouvrir à la famille, surtout à ma famille du village où j'étais née. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Même si eux, ils n'ont pas été scolarisés, ils ont fait plein d'enfants. Ils sont tous morts, malheureusement, mes frères et sœurs. Il ne me reste qu'une sœur et moi. Donc nous ne sommes plus que deux de ma famille à être là. Et tous les neveux et nièces, Dieu seul sait s'il y en a une flopée au village, ils veulent tous aller à l'école maintenant. Donc nous, on est moralement obligés de les soutenir, de payer la scolarité pour les uns, la formation pour les autres. Donc on n'a jamais cessé. Même hier seulement, on vient de faire un geste. Donc ce lien est resté et ce lien est capital, ça permet aux gens de pouvoir survivre un peu. Autrement, s'il n'y avait pas le rapport de la diaspora, eh bien, ça m'étonnerait parce que déjà, l'aide que la diaspora africaine a envoyée pour le monde a dépassé l'aide publique que l'Europe donnait aux États africains, parce que ça fait 50 milliards d'euros. Les Nigériens de l'extérieur, là, il faut vous intéresser à eux, parce que ils viennent en vacances, donc ils amènent des richesses. Quand un collègue part, ils lui remettent de l'argent, des affaires pour donner là-bas. Et ils en envoient aussi par la poste. J'ai dit, mais ils sont chez eux ici. Et on nous a même dit à la conférence nationale qu'effectivement, l'envoi que les Nigériens de la région de Tawa qui sont là, l'enveloppe était plus lourde que le budget même de la région de Tawa. J'ai une jeune femme qui vient de m'écrire hier, qui m'a dit, vous êtes le Robert des écoles. J'ai dit oui, c'est moi, pourquoi? Il me dit, tonton, que Dieu te protège. Moi, j'ai fait mon CM2 là-bas. Aujourd'hui, j'ai eu mon bac et j'ai eu ma formation. C'est grâce à toi. J'ai dit, ben, Dieu merci, c'est grâce à Dieu et à nos ancêtres. Elle était toute contente, elle l'a dit à sa mère qui m'a envoyé un bonjour aussi. Ben voilà, moi, cette gamine-là, j'ai dû aller à l'ouverture de l'école, elle était menue comme 3 pouces. Aujourd'hui, elle est ravie. Et il y en a qui sont devenus professeurs des écoles. À ça, je suis fier. Il y en a, ils me le disent, ils me disent, tonton, tu te rappelles de moi? J'ai dit, ouais, tu étais voyou là sur ton vélo. Il me dit, ouais, tonton, je suis fier. Eh bien, je suis instituteur maintenant, tu n'as plus le droit de m'insulter. Ça fait du bien. Si je décède un jour, c'est l'enterrement, j'aurais souhaité que ça se passe au Sénégal. Pour une simple raison, c'est que ici, comme les caveaux, ça se paye, et tu ne peux pas savoir si tes enfants vont pouvoir continuer à payer le caveau ou ils ne vont pas pouvoir payer le caveau. Donc, la meilleure solution pour nous, le plus souvent, c'est qu'on t'enterre chez toi, là-bas. Une fois que tu es enterré, dans les villages, il n'y a pas de caveau, il n'y a rien, on vous enterre et puis c'est tout. La cimetière, là, il y a une place, là, on vous enterre là et puis c'est bon. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est reposant pour la personne qui est morte et c'est reposant pour les enfants financièrement. Le seul bémol, c'est que si les enfants veulent aller faire une prière, il va falloir se déplacer en Afrique. Mais nous, la plupart des Sénégalais ont opté cette solution d'être enterrés au Sénégal. C'est vrai que pour cette histoire de finitude, j'y pense souvent. Au niveau des capacités physiques, est-ce la maison de retraite, est-ce le retour aux choses? Ça, c'est un peu, je laisse un peu mes enfants décider qu'est-ce qu'ils préfèrent et le plus sécurisant pour eux, soit d'être là à leur côté,
soit de retourner vivre au pays. Ça, c'est mes enfants qui décideront. Je leur laisse le choix, de façon à ne pas leur priver de cette décision-là qui, tout compte fait, les concerne aussi. Là-bas, il y a ce qu'on appelle une vie des anciens qui participent jusqu'à leur fin. Ils ne sont pas isolés. Il y en a, parce qu'on a besoin, c'est-à-dire les jeunes ont besoin des anciens pour bénéficier de leur expérience, que ce soit les femmes ou bien les jeunes. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, mais mon souhait était, sincèrement notre souhait, c'est retourner, s'il y a le temps, si le temps arrive, qu'on soit enterré sur place, c'est-à-dire avec le parent. Mais tout dépend de la situation actuelle. Il ne faudrait pas que nous nous éternisions ici. Ce n'est pas ça l'objectif de notre arrivée ici. Et ce n'est certainement pas aussi le désir de nos parents. Parce qu'on dit voyager, c'est mourir un peu, mais il vaut mieux ne pas mourir complètement ailleurs. Moi je crois que c'est comme ça. Et nous avons des liens, nous avons des amis, nous avons beaucoup de choses. Moi, j'étais à l'association des anciens enfants de troupe, l'association des écrivains de langue française, bon, etc., etc. Mais tout ça là, mais nous sommes Nigériens. Même si certains ont la nationalité française, étrangère, n'empêche pas quand même que le cœur bat toujours pour le pays.